Spécialement pour votre invitation et je vous remercie de ces débats très animés avec des choses à la fois très concrètes. C'est très important de voir la réalité concrète des patients en particulier, de l'industriel et de ce qu'ils peuvent faire. Et puis des débats beaucoup plus philosophiques, voire très spéculatifs. Je suis dans le siège qu'a occupé Laurent Alexandre tout à l'heure. Alors, conclure, on va chercher de conclure. C'est toujours impossible sur ce genre de questions. Donc je vais plutôt faire une conclusion en 5 questions. Donc pas une conclusion. La première chose qu'a mentionné Edward Kleinpeter, c'est la question de la... Il a parlé dans sa conclusion d'une identité corporelle en mouvement. Je pense qu'effectivement c'est une des premières questions qui mérite d'être posée, la question de la modularité du corps. Et là, en particulier, d'une part, il y a une évolution du corps physique très importante entre la naissance, même la conception, il ne faut jamais oublier la période in utero, et puis le début de l'âge adulte avec une période de transformation corporelle très importante. Puis de même, il y a une autre période de transformation corporelle très importante lors de la vieillesse, avec des phénomènes de dissociation, de rattrapage, d'apprentissage entre corps physique et puis schéma corporel, qui sont bien connus pour produire des effets d'étrangeté, ou bien des effets au contraire de normalité comme nos corps à l'âge adulte. Sauf quand on est malade, sauf quand, comme moi, j'ai dû faire retaper un genou à cause d'une rupture de ligament croisé. Et là, on peut avoir des phénomènes d'étrangeté qu'on n'attendait pas. Après mon opération, c'est toujours bien les expériences vécues. Après mon opération, la première fois que j'ai dû courir pour rattraper un pas, au fond de banlieue à Lyon, j'ai failli m'étaler par terre, parce qu'un de mes genoux ne répondait pas comme l'autre. Ils n'avaient pas tout à fait la même tonicité, la jambe se partait pas en avant tout à fait de la même façon, et j'ai failli m'étaler par terre, parce que, voilà. Donc des questions de vie, des questions de modularité, d'apprentissage entre schéma corporel et corps physique, qui sont très loin d'être simples. Avec d'un côté une certaine inertie du corps et aussi une inertie du schéma corporel, mais de l'autre côté aussi des capacités d'apprentissage avec différents niveaux d'apprentissage, des choses qui se font très rapidement, comme l'intégration d'un outil. Ça se fait en quelques secondes. Et pour avoir regardé un peu les choses que Céline Miraliver m'avait montré, on voit aussi qu'un chimpanzé, un petit singe, que c'est un macaque ou un rhésus, est capable de manipuler un troisième bras comme ça assez vite quand il a une connexion de type cortical pour une machine interface. Donc des choses qui ne nécessitent pas vraiment d'apprentissage, si ce n'est en quelques secondes, pourvu qu'on ait l'algorithme qui soit bien fonctionnel. Ça, c'était une des grosses étapes de recherche. Puis d'autre côté, dans cette modularité, réclame un apprentissage comme celui de tous les musiciens, par exemple, où l'apprentissage pour arriver à manipuler un stylo, ce sont des années d'entraînement sous nos doigts. Voilà. Donc un aspect corporel, schéma corporel, qui nous invite à penser que tout ce qui est prothèse, en termes d'outils, mais intégrés au corps, dans le schéma corporel, ouvre toute une série d'horizons dont on est très très loin d'avoir fait tout. Et là, alors je ne sais pas si c'est rupture ou continuité, mais en tout cas c'est une ouverture d'horizons assez vertigineux, et en même temps avec des étapes la mise au point d'objets qui fonctionnent, qui apportent un certain nombre de performances, mais qui en même temps sur d'autres aspects ne sont pas encore parfaits. Mais en même temps, un temps d'élaboration qui est de l'ordre de 3 ans, d'une génération à l'autre, ce qui pose aussi un problème de déconnexion, je vais y revenir, sur le temps de réponse réglementaire et administrative, assez différent et beaucoup plus inertiel. Voilà. Donc, première question, la question de la modularité du corps, de l'apprentissage, de la dynamique corporelle, de la maîtrise de l'outil du corps, etc. Deuxième question, la question socio-économique.
Et là, on ne peut pas faire l'impasse sur la question des prix, des marchés, sur les différentes gammes de qualité aussi, qu'il peut y avoir quand on raisonne en termes de prothèses ou en termes d'autres produits de réparation ou d'augmentation. Je me souviens d'avoir entendu un jeune amputé d'une jambe, un jeune belge, expliquer à quel point quand il regarde sur Internet certains types de prothèses de jambes, il en rêve, mais il sait que c'est complètement hors de portée de ses moyens financiers. Donc, la sécurité sociale belge, comme la sécurité sociale française, rencontre jusqu'à un certain niveau de produits. Donc, des questions de coût, de marché, de différentes gammes de qualité, des questions aussi de modalité pour cet usage des prothèses, en particulier location, achat, leasing, et aussi des questions de mise à jour, de maintenance, quand on est avec une partie IA, forcément, les questions de mise à jour et de maintenance ne sont pas du tout négligeables. On le vit quotidiennement avec nos ordinateurs et nos autres appareils un petit peu électroniques. Ça peut être même très angoissant, parce qu'il y a une question de contrôle. S'assurer que le produit a toujours marché, c'est très important. On préfère avoir un produit parfois plus basique et plus fiable. C'est assez mon état d'esprit, mais ça, c'est assez personnel. J'aime bien les choses très fiables. Une bonne question. Parce que quand ça tombe en panne, on peut être vraiment très embêté. Très belle nouvelle d'ailleurs de John Barley sur une situation comme ça avec un exosquelette qui tombe en panne. Il reste coincé. Et à ce moment-là, tout son aspect tétraplégique réapparaît, alors qu'il avait un super exosquelette. Bon, pour vous indiquer que la science-fiction, depuis 30 ans, a déjà élaboré, réfléchi avec des scénarios assez intéressants. Troisième question, plutôt je poursuivrai la deuxième question avec l'aspect propagande, publicité, l'aspect tension bioconservateur versus technophile, etc., dont on parlait plusieurs intervenants. Effectivement, il y a un aspect, on vous vend du rêve. Il y a un aspect publicité. Ce qui fait qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre bien des discours. Il faut voir d'où il vient. Il y a une scénarisation d'ailleurs de science-fiction pour vendre des projets de recherche qui est de producteur aux États-Unis. Bon. En particulier le discours de Laurent Alexandre sur bien des aspects tend à nous faire rêver, à nous imposer des rêves comme ça, alors qu'au fond, il y a une part du groupe, comme l'a dit Jean-Gabriel Ganache. Voilà. Et ça, tout ça n'est pas non plus d'individus qui veulent nous induire en erreur, mais le fait de la nécessité pour eux de lever des fonds et d'avoir une stratégie qui soit adaptée pour ça. Donc, des arrière-plans du contexte qui méritent d'être interrogés. Troisième question, la question éthique et juridique. Et, pour une fois, je ne vais pas distinguer les deux. Je vous renvoie à la distinction qu'avait fait Jean-Gabriel Ganache tout à l'heure. Ça mériterait de distinguer. Et il nous parlait d'ailleurs d'autocontradiction performative. Voilà. Alors, si on raisonne sur la question qui nous préoccupe de la réparation à l'augmentation, et plus particulièrement de l'augmentation, au fond, augmenter l'humain, qui pourrait être contre, si on dit ça comme ça? Qui voudrait être moins? S'il s'agit d'augmenter, d'humaniser, d'augmenter l'humanisation, qui pourrait être contre? Là, ça commence à être un peu plus subtil comme questionnement. En fait, la vraie question, c'est que toute modification n'est pas humanisante. Et je laisse entre parenthèses la question de ce qu'il faut appeler humanisant. Parce que c'est un vaste champ de réflexion philosophique, sociale et culturelle. Toute modification n'est pas humanisante, donc si on est dans la réparation, on va utiliser
le rapport bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque bien connue du milieu médical. Balance bénéfice-risque pour la santé des personnes. Si on est dans le registre plutôt de l'augmentation, le critère, c'est pas forcément la santé, ça peut être un critère élargi d'humanisation, d'autonomie, des choses comme ça. Pour l'instant, c'est pas clair, c'est pas établi, c'est pas défini d'ailleurs. Mais beaucoup de réflexions tentent à essayer d'établir un jeu de normes ou de valeurs pour pouvoir répondre à la question. Qu'est-ce qui est humanisant? Qu'est-ce qui présente une somme d'effets positifs bien supérieure à la somme d'effets négatifs, et entre deux produits comparables, lequel maximise le plus ce rapport? À cet égard, certaines pratiques vont être perçues comme très humanisantes. Je pense à la contraception humaine, perçue très très largement dans notre société comme un bienfait épanouissant, donc un épanouissement, une humanisation. Puis d'autres vont être perçues comme très négatives. Bon, on a évoqué à une certaine époque les mères porteuses, etc., mais le discours continue à évoluer, à réfléchir, y compris en profondeur dans la société, etc. Et beaucoup de techniques d'usage sont entre les deux et font l'objet d'interrogations. Parce qu'on a du mal encore à mesurer les effets positifs ou les effets négatifs. La chaîne de concaténation entre les causes et les conséquences mérite d'être investiguée, et ça prend du temps. Même d'ailleurs quand on est dans l'expérience de pensée. Les philosophes savent que ça prend beaucoup de temps de faire une expérience de pensée pour se mettre dans la situation, etc. On sait que c'est schématique, mais déjà ça apporte un certain nombre d'éléments de réponse, ça guide, ça permet aussi de ne pas être comme ça devant le fait accompli, sans avoir réfléchi à l'avance. Donc les expériences de pensée des philosophes ou d'autres, des grands auteurs de science-fiction, sont intéressantes. Et commencent à nous préparer, même si on sait bien qu'il y a toujours des lacunes dans ces expériences de pensée. Donc troisième point, c'était cette question de l'éthique, avec finalement quelque chose autour duquel tout le monde a tourné, la loi, avec deux tendances très très opposées. D'un côté, la loi est impuissante, de toute façon il n'y aura aucune loi possible sur je ne sais plus quel sujet, etc. Et puis en même temps, de l'autre, ah oui, mais la loi nous protège de ce genre de dérive. Il faudrait savoir. En fait, la loi au sens large, c'est-à-dire le domaine des normes juridiques et réglementaires. La loi, d'un côté, prononce des interdictions envers des usages, beaucoup plus envers des usages d'ailleurs, qu'envers des choses, des objets. Les couteaux ne sont pas interdits, mais tuer avec un couteau son voisin est interdit. Donc des interdictions d'usage pour éviter des usages déshumanisants, trop risqués. De l'autre, deuxième point, la loi au domaine juridico-réglementaire introduit aussi toute une série de protocoles de qualité des produits. Et pour être philosophe dans une fac de médecine et de pharmacie, on voit à quel point les normes prolifèrent dans le domaine médical et pharmaceutique. Autorisation de mise sur le marché, ou encore des questions de visa d'exploitation, des questions de normes de qualité, ou de normes de comportement, de bonnes pratiques des équipes à l'hôpital, etc. L'industriel aussi, il a besoin de savoir dans quel cadre il va évoluer. Dans quel cadre il évolue, mais dans quel cadre il va évoluer. Et puis d'avoir un cadre à peu près stable pour savoir ce sur quoi il peut investir. Sans se retrouver en porte-à-faux avec ce cadre réglementaire. D'où donc une importance particulière de ce labyrinthe des normes, mais qui fait le jeu finalement de la construction d'innovation, etc. Troisième point de l'importance du domaine juridico-légal, ce sont les indications de prise en charge. Quand Laurent Alexandre nous disait aucun parlementaire, aucun législateur ne pourra nous faire une loi interdisant l'implantation
un implant rétinien qui aurait une qualité supérieure à l'œil humain. Peut-être, j'en sais rien, je n'ai pas réfléchi. Mais en tout cas, j'imagine très bien que la réglementation de la sécurité sociale ne rembourserait pas ce genre d'implant et se limiterait aux implants de qualité de l'œil humain. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Déjà, pour avoir des remboursements à peu près satisfaisants, on en est très loin. Donc, la régulation elle peut se faire comme ça, par cette prise en charge. Et en plus, on est sur un domaine potentiellement explosif en termes de budget. Vieillissement de la population, multiplication des prothèses ou des objets qui peuvent servir à remédier, donc un budget qui augmente. D'où aussi des questions pour les patients stratégiques. Est-ce que j'attends plus longtemps pour avoir une meilleure prothèse un peu plus tard, ou bien est-ce que je change tout de suite? Des questions aussi pour l'industriel de quel est le créneau qui vaut le coup que j'investisse en fonction de ce qui est prometteur technologiquement, économiquement pour mon entreprise, et puis de ce qui est une niche réglementaire qui existe, qui va exister. C'est ça. Voilà. Et je trouve ça d'ailleurs très bien que ce soit vous qui dites la question de la prise en charge sur le tapis, parce que c'est une question que vous partagez pleinement avec les patients. Autre aspect, donc pour finir cet aspect, troisième question, question éthique et juridique, de la réparation à l'augmentation, pour revenir au titre, on voit bien qu'en fait, d'un côté, on est sur des finalités de remédiation, de réparation, et de l'autre, sur des finalités qui sont beaucoup plus décousues. Donc, je ne peux pas vous les indiquer. Ça peut être extrêmement variable, comme augmentation de performance, modification d'identité, ou cosmétique des prothèses, par exemple, ou je ne sais quoi, etc. Quatrième question, alors là je vais être beaucoup plus court là-dessus, c'est la question de la concurrence et du contexte de choix. Si on écoute le discours de Laurent Alexandre, en fait, il dit les gens auront le choix, etc., ils pourront, etc. Oui, il se trouve que pour avoir le choix, encore faut-il avoir les moyens financiers d'avoir le choix, et puis encore faut-il n'être pas obligé par la concurrence des collègues de conduire à consommer des amphétamines, par exemple. Alors, pour avoir étudié la consommation de psychostimulants, vous avez toute une série d'études de terrain anthropologiques ou sociologiques qui vous montrent à quel point les gens, les jeunes adultes, les scolaires, ou bien les adultes, consomment des psychostimulants parce qu'ils se disent sinon je ne serai pas dans la course. Et d'ailleurs, ils surestiment la pression et ils surestiment le nombre de ceux qui consomment ces psychostimulants. Donc vous pouvez voir toute une série d'effets pervers comme ça, d'emballement dans la concurrence, qui font que même si on n'est pas dans l'obligation, on est dans la pression. Et là, le cadre théorique, philosophique, théorique du choix de l'autonomie souveraine, bien connu des philosophes, d'autres philosophes nous disent que ça ne fonctionne pas comme ça en réalité. J'ai lu peu de temps le livre d'Anne-Marie Moll sur ce que soigner le tir. Elle nous montre très bien que les patients diabétiques, ce n'est pas simplement une question de choix entre ce glucomètre-là ou celui-là. C'est en fonction de mon usage, de mon boulot, etc. Comment je vais pouvoir faire avec ça et lequel je vais pouvoir le mieux en pratique utiliser pour les fins que je veux. Donc des questions de choix dans un contexte qui peuvent parfois restreindre diablement le choix. Donc la question du contexte de choix, la question de l'environnement social, de l'environnement familial, de l'environnement politique est beaucoup plus importante qu'une question simplement de il y a une situation, on y répond par le protocole. C'est pour ça que je suis très dubitatif sur l'idée de robots ordinateurs qui vont remplacer les médecins et a fortiori les infirmières. Quand vous avez un diabétique, oui. Ouais, mais pour moi, c'est compliqué sur mon chantier de maçon de mesurer ma glycémie toutes les 3 heures. Vous comprenez bien la question, mais je ne suis pas sûr que tous les robots seraient prêts à répondre au vol à ce genre de questions.
pourtant, il y a une question de qualité du soin. Donc la prise en compte du contexte est extrêmement variable. Ou encore sur des prothèses de jambes. Enfin, je me souviens avoir vu une petite diapo toujours ce jeune Belge amputé d'une jambe et qui a une prothèse de jambe. Pour descendre de sa chambre, il y a un escalier. En fait, il s'accroche à la rambarde, il saute. D'un seul coup. Un vrai acrobate. Parce que c'est compliqué avec une prothèse de jambe de monter ou descendre un escalier. Tandis que pour marcher, ça va à peu près. Pour faire du vélo, c'est très bien. Mais on comprend aussi d'après l'objet technique lui-même, si on y réfléchit. Donc vous voyez, des négociations avec le contexte, avec l'environnement, qui sont très loin d'être modélisables, tellement nos environnements peuvent être multiples, riches, avec des effets qu'on n'imagine pas. Cinquième point, sur lequel je voudrais conclure, qui m'a à la fois fait sourire, mais en même temps, c'est vrai que c'est un vrai problème, c'est l'aspect nos politiques sont des ignares scientifiques. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que s'ils ne comprennent pas les données des situations en termes scientifiques, ils ne sont pas en mesure de faire des choix éclairés. Pour le dire dans le vocabulaire classique de la philosophie. Pour faire un choix éclairé, il faut comprendre ce dont il est question. On a des témoignages très, très forts d'ailleurs de cette insuffisance sur les questions environnementales. Dès que vous avez des sénateurs ou des députés qui se penchent sur la question environnementale, du réchauffement climatique, c'est à ça que je pense, qu'ils soient de droite ou de gauche, ils reviennent atterrés sur l'importance des enjeux économiques et sociaux. Mais néanmoins, ils ont du mal à faire passer ce message auprès de leurs collègues qui ne se sont pas penchés sur ces dossiers, parce que ce sont des dossiers qui réclament d'acquérir une expertise scientifique, une expertise que la plupart d'entre nous possédons en termes d'évaluation méthodologique, ou en termes de statistiques ou de risques, quelque chose comme ça. Sur la question des prothèses, des moyens d'augmenter, il y a eu ce rapport préparatoire aux lois de bioéthique de 2010 qui a consacré une petite partie, la quatrième, à ces questions-là sous forme d'interrogation. C'est déjà pas mal. Mais dans les lois de bioéthique, vous n'avez plus, à ma connaissance, rien qui s'est traduit vraiment loin. Et on sent que le législateur pourrait, s'il le voulait, s'emparer de la chose. Mais, bon, effectivement, l'âge moyen de nos hommes politiques et aussi la culture nécessaire pour parvenir à avoir un poste de député ou de sénateur fait qu'ils sont très mal préparés à ce genre de choses. Ça, c'est un vrai problème. D'autre part, on faudrait surenchérir en disant, mais finalement, est-ce que la question se pose en termes de... les tentations de réponse sont souvent des réponses qui délivrent vers le totalitaire, question qui a été posée tout à l'heure, mais on pourrait très bien poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'aujourd'hui on a des réponses démocratiques à ces questions-là? Personnellement, je suis très dubitatif. Est-ce que les Français se sont un jour prononcés sur leur niveau de remboursement de médicaments, d'appareillage par la sécurité sociale? Jamais. Et la loi de finances de la sécurité sociale, c'est un énorme pavé dont même les députés n'ont pas le temps de prendre connaissance, et parce qu'il leur arrive trop tard, etc. Et puis c'est un jargon très sophistiqué et compliqué. C'est déroutant. Donc même le législateur est dans la capacité de réagir et de modifier. Et même ça, enfin, réagir, modifier, ce n'est pas faire la loi. C'est réagir à un projet de loi. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez des sous-commissions qui décident. C'est le réglementaire qui enfante le réglementaire. Avec des aspects, effectivement, il y a des experts qui font le maximum de ce qu'ils peuvent, mais il y a aussi parfois des experts qui déraillent
Je me souviens de collègues médecins explosants. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore conduit au ministère comme législation? Ils ne connaissent pas le terrain. C'est absurde, ça va faire du mauvais soin. Et ils vont passer un mois à retrouver quel était l'auteur de cette directive ministérielle pour essayer de dire écoute, c'est pas comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Donc, un problème réel de fonctionnement de tout cet appareil réglementaire et puis de fonctionnement d'un procédé démocratique. Et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant dans l'affaire, parce que où vont les choses et qui les décide? Les GAFA ou les gaffeurs? Je préfère encore les gaffeurs à Gaston Lagaffe avec son inventivité technologique, mais aussi très proche et très humaine. Les GAFA, moi je partage aussi les inquiétudes qui ont été prononcées. Et ils ont aussi des intérêts à défendre. On sait très bien par l'histoire à quel point leurs intérêts peuvent prendre le pas sur l'intérêt collectif. Et écraser aussi ceux qui ne font pas partie des GAFA. Je me souviens aussi il y a 10 ou 15 ans, on avait un projet sur l'acceptabilité des biotechnologies, etc. À Lyon, vous savez, il y a tout un pôle, etc. Et des industriels nous avaient expliqué qu'on en a ras-le-bol de la technique Monsanto de lobbying. Parce qu'à force de forcer les gens, ils les mettent contre nous. Et donc, on a abandonné des projets en termes d'OGM qui étaient intéressants parce qu'ils ont bousillé des représentations et des attentes sociales. Donc, il y a aussi un jeu joué par certains industriels qui va contre d'autres. Et la régulation démocratique, parfois, est défaillante. Et donc, je joue contre certains industriels, autant que contre l'intérêt collectif. Donc voilà quelques questions qui nous interrogent beaucoup. Et pour finir sur une petite ouverture, j'avais envie de vous donner quelques ouvrages de science-fiction qui peuvent nous faire penser un peu plus loin. Alors, sur l'hypothèse, je me souviens d'une belle lecture de Wolf Limbo sur des personnes à appareils amputés, c'est un qui date de 56. Bon, qui est réédité parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais été autant d'actualité. Je me souviens d'un ouvrage de 1920, Les mains dans l'acte de Maurice Connard, relatant une double grève de main, et qui est très très similaire en termes d'expérience de pensée et vis-à-vis de ce que Denis Châtelier, l'homme greffé des deux mains, peut nous expliquer. Je me souviens aussi de cet ouvrage de Brian, enfin, le cycle de Brian Stableford, le cycle Immortality, donc avec un peu, qui a été publié autour des années 2000. C'est un anglais remarquable, une érudition impressionnante. Et ce cycle d'ouvrages, qui n'est pas traduit en français, mais sur la question de la mortalité, de l'allongement de l'espérance de vie, différentes techniques pour contourner la mort, tout en faisant qu'elle reste possible, parce que simplement on fait sauter la barrière des télomères ou des choses comme ça, etc. Fait beaucoup réfléchir sur les modifications de structures sociales, de représentation de la mort, de la vie, induite culturellement, etc. Je me souviens aussi d'une lecture de Roger McBride Allen, L'homme modulaire. Alors là, contexte américain, et vous avez tout un ensemble de procès sur à quel point l'homme modulaire, cyborgisé, voire même implanté, peut être encore assimilé à un homme ou n'est plus une personne, etc. Donc toute une question, vu sous l'angle juridique américain, c'est assez amusant, mais surtout ça pose de belles questions. Donc voilà quelques lectures qui sont en fait des expériences de pensée, autant que des romans, expériences de pensée de philosophe, autant que des romans. Et je terminerai sur un ouvrage vraiment très hybride, celui de Jean-Noël Lissa et de Gilbert Autois, Species Technica. Un ouvrage bizarre, je ne sais pas ce que tu en penses d'Ivoire, mais d'abord c'est un hybride parce que d'un côté vous avez un livre de science-fiction de 1982 que Gilbert Autois, grand éthicien belge,
avait gardé dans un tiroir, mais il avait ressenti la nécessité d'écrire ça quand il était installé académiquement et qu'il avait eu un peu de temps. Et puis, 20 ans après, il le ressort, accolé à une discussion avec Jean-Noël Nissa sur le fait que voilà, ça l'avait aidé à mûrir sa vision, à percevoir dès 1982 la grande opposition politique à venir entre ce qu'on appellerait les bioconservateurs et puis les technophiles, et à explorer toute une série de scénarios d'augmentation et de modification de l'humain. Tout cela dans une démarche qui n'est pas une démarche ni de condamnation de l'un ou de l'autre, mais une démarche d'exploration pour essayer de trouver quelles sont les voies les plus prudentes, quelles sont les voies qui mériteraient le plus qu'on se penche dessus en termes d'augmentation humaine, et puis d'autres qui paraîtraient quand même très risquées. Certains objets, quand même, méritent d'être interdits parce qu'ils sont très risqués. Je pense aux stupéfiants inconnus, parce qu'ils enclenchent une addiction. Puis d'autres, au contraire, sont des objets beaucoup plus favorables, dont on peut expérimenter l'usage pour déterminer quel est le meilleur usage dont on peut faire, etc. Et son ouvrage de science-fiction est une illustration de ce type de démarche. Personnellement, je trouve que la pensée hybride, au fond, les philosophes sont dedans depuis très longtemps, de multiples façons, et pas que les philosophes. Gabriel Gacha a tout à fait raison de nous dire que la question des usages hybrides avec les outils, elle est là depuis que l'homme est homme, parce que l'homme est aussi utilisateur, inventeur d'outils, et que ces outils, il les intègre à son corps, même s'il peut sembler de solidarité à l'attente parfois. Voilà, donc quelques perspectives que j'avais envie de tisser devant vous pour non pas clore, mais rebondir et puis reprendre ce qu'on dit les uns et les autres dans cette discussion très animée et partant un peu dans tous les sens. Mais c'est aussi un grand chantier. C'est aussi pourquoi je vois beaucoup de gens sourire, mais on a un vrai plaisir à investiguer ce chantier, tout en sachant que personne n'a le dernier mot, mais au contraire, il y a beaucoup de pistes qui méritent d'être explorées et on doit se préparer autant que possible avant qu'elles ne se réalisent, pour avoir les meilleures réalisations possibles. Donc, réparation, augmentation, l'opposition entre ceux qui sont contre et ceux qui sont pour, en fait, moi je n'y crois pas à ce instant. Toute augmentation, d'ailleurs, est à la fois une augmentation à certains égards et puis une diminution à d'autres. Si j'avais 2 bras supplémentaires avec les fameuses prothèses connectées corticales, d'un côté, effectivement, pour faire du bricolage, ça serait bien pratique. Ça me donnerait 2 bras supplémentaires, en plus, comme j'ai tendance à taper avec mon marteau sur mes doigts, voilà, je pourrais être protégé, c'est à mes doigts. Mais en même temps, ça sera lourd. Donc j'aurais peut-être des crampes du dos. Et ainsi de suite. Donc tout outil a des effets positifs et des effets négatifs qui doivent être mesurés. Donc on ne peut pas toujours à l'avance faire les choses. Il est aussi de modéliser, de prévoir, de faire des expériences et puis de voir aussi adaptation à l'objet et adaptation de l'objet à soi. Bon. Toute une question qui est là pour n'importe quel outil, et a fortiori pour les outils qui sont incorporés. Je vous remercie.